Tout notre patrimoine numérique est stocké dans ces forteresses. De nos documents à nos photos en passant par nos démarches administratives, les data centers sont le pilier de notre vie quotidienne. Comment ces bâtiments sont-ils protégés? Plongeons dans les coulisses de ceux qui stockent nos secrets. Avant même de parler de murs ou de caméras, la sécurité d'un data center se joue sur une carte. On ne choisit pas un emplacement par hasard, on le choisit par élimination. D'abord, on fuit les colères de la nature. Un site stratégique doit être situé hors des zones sismiques majeures et loin des zones inondables. Plus de 100 ans de recul sont souvent exigés. On évite aussi la proximité des couloirs aériens ou des industries à risque chimique. Mais la géographie, c'est aussi l'accessibilité. Le site idéal doit être proche d'un nœud électrique massif et de backbone de fibre optique, tout en restant assez discret pour ne pas attirer l'attention. La stabilité du lieu sur le plan climatique et en approvisionnement électrique et arrivée d'Internet est primordiale. Saviez-vous que certains data centers sont implantés dans d'anciens bunkers de guerre pour résister à des attaques nucléaires? La première ligne de défense, c'est la clôture, mais elle est loin d'être passive. On utilise souvent des clôtures avec détection sectorielle. Les agents de sécurité peuvent savoir au mètre près si quelqu'un tente de franchir le grillage électrifié avant même que quelqu'un n'entre dans l'enceinte du bâtiment. Le but est de dissuader quiconque de rentrer simplement en s'approchant de la clôture. Pour accéder au parking, l'identification est obligatoire, que ce soit via un vigile ou un interphone sécurisé. Mais la sécurité ne repose pas que sur un badge. Pour parer aux menaces les plus lourdes, on installe des systèmes anti-véhicules béliers, des bornes escamotables en acier massif ou des herses capables d'arrêter un camion de plusieurs tonnes en pleine course. Avant même d'apercevoir la porte du bâtiment, tout visiteur est déjà filtré, identifié et bloqué physiquement. Une fois le contrôle d'accès franchi, le parking est un espace de surveillance intensifié. Le bâtiment lui-même est conçu pour être anonyme, sans aucune enseigne. Il est ceinturé de caméras à 360 degrés et de capteurs de mouvement. Des caméras infrarouges et thermiques complètent l'ensemble. Sur le parking, la surveillance est omniprésente. Des patrouilles régulières de vigiles, souvent accompagnées de chiens, et des systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation qui enregistrent chaque véhicule. Personne ne peut s'approcher des murs extérieurs sans déclencher une alerte. Des capteurs radars et lasers surveillent les zones extérieures pour éviter toute intrusion. Certains ont même des robots autonomes qui réalisent des rondes de sécurité. C'est la dernière zone ouverte avant de pénétrer dans le cœur de la forteresse. Passer la porte d'entrée ne signifie pas que vous êtes à l'intérieur. Vous arrivez à l'accueil, une zone de contrôle strict. Pour les visiteurs et les intervenants extérieurs, c'est ici que tout se joue. Contrôle d'identité rigoureux, signature du registre et vérification systématique. Si votre visite n'a pas été approuvée et enregistrée en amont, vous restez derrière la vitre. Une fois validé, on vous remet un badge temporaire. Ce badge ne vous ouvre pas toutes les portes. Il est programmé pour une durée limitée et ne donne accès qu'aux zones spécifiquement nécessaires à votre mission. À cet instant, vous êtes identifié, tracé, mais toujours tenu à distance du cœur du système. Dans un data center, rien ne doit entrer qui puisse capter ou extraire de la donnée. Les objets électroniques s'arrêtent au vestiaire ou dans des casiers sécurisés. Les smartphones, les tablettes, les montres connectées et surtout les clés USB sont strictement interdits. Le risque d'espionnage industriel ou d'introduction accidentelle d'un malware est trop élevé. On se connecte totalement du monde extérieur pour garantir l'étanchéité de la zone. Dans un data center, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous ne gardez sur vous que le strict nécessaire à votre intervention. Vous pouvez maintenant vous avancer vers un sas sécurisé pour entrer dans le data center. Chaque sas est composé de deux portes. Seule une seule personne peut franchir le sas à la fois. Pour ouvrir le sas,
apposez votre badge sur le lecteur. La première porte s'ouvre. Parfois, il existe un double contrôle avec une reconnaissance d'empreinte digitale. Le système enregistre votre entrée et empêche quiconque d'utiliser votre badge une seconde fois. Tout le franchissement du passage est contrôlé par vidéosurveillance. Une fois à l'intérieur du sas, badgez à nouveau. La première porte se ferme. Une balance vous pèse pour vérifier que vous êtes seul, mais aussi pour s'assurer que vous ne volerez rien à l'intérieur de l'enceinte en sortant. Pour ouvrir la deuxième porte, une reconnaissance biométrique est nécessaire. Il s'agit d'une reconnaissance de la rétine de l'œil ou d'une empreinte veineuse de la main. Cette étape vérifie que vous êtes bien une personne habilitée pour accéder à cette zone. Cette action déverrouille l'accès à une partie du centre de données. Il y a autant de sas à franchir que de zones à protéger. Le SOC, le Security Operations Center, veille 24 heures sur 24 et 365 jours par an sur le data center. Cette salle très secrète et protégée supervise toutes les caméras et alarmes critiques du centre de données. Des opérateurs ont les retours vidéo des caméras, les remontées d'alarme, intrusion, mais assurent aussi la sécurité incendie du bâtiment. Si une porte venait à rester trop longtemps ouverte ou qu'un comportement suspect est repéré, des agents de sécurité seraient immédiatement dépêchés. Dans une salle à côté, des opérateurs contrôlent l'état de santé des équipements dans le centre des opérations. Arrivée électrique, connexion Internet, absence de défaut des serveurs, climatisation, chaque équipement est passé au crible. Tout est codifié et la moindre anomalie déclenche des protocoles adaptés. Tout est enregistré pour conserver une trace et les techniciens ont un temps imparti pour réagir. Face à toutes ces procédures, l'intelligence artificielle assiste chaque personne pour analyser la situation, prendre les bons réflexes et résoudre le problème rapidement. Après avoir franchi tous les sas, nous arrivons enfin dans une zone de salle des serveurs. L'espace est découpé en zones de colocation. Chaque client possède sa propre cage métallique fermée à clé. Même si vous êtes autorisé à entrer dans la salle, vous ne pouvez ouvrir que la cage qui contient vos propres machines. Même l'accès à certains serveurs peut nécessiter un déverrouillage complémentaire, authentification par carte ou biométrique, en cas de données sensibles. Les salles serveurs sont découpées en plusieurs tranches, nécessitant des franchissements de sas et contrôles d'accès différents. Des données ultra sensibles, médicales, bancaires, défense, sont situées dans des salles et zones encore plus restreintes où rien ne peut entrer ou sortir sans des protocoles très stricts. Le centre de données est relié à plusieurs arrivées électriques du réseau public. On utilise ce qu'on appelle la double adduction. Le bâtiment n'est pas relié à une, mais à deux sources électriques provenant de deux postes sources différents. Si un incident survient sur une ligne du réseau de la ville, l'autre prend instantanément le relais. Ces lignes arrivent sur des transformateurs massifs dédiés au site. Ils abaissent la haute tension pour la rendre exploitable par les serveurs. C'est la première couche de redondance. Avant même de parler des batteries, on s'assure que le cordon ombilical avec le réseau national est doublé. En cas de coupure brutale du réseau public, les serveurs ne peuvent pas attendre. La moindre micro-coupure causerait un risque fatal pour les données des serveurs. C'est là qu'interviennent les salles de batterie. Elles servent de tremplin, elles prennent le relais en une fraction de seconde, le temps que les systèmes de secours lourds démarrent. Ces batteries sont stockées dans des salles totalement isolées du reste du bâtiment. Elles présentent un risque chimique et incendie spécifique. Elles bénéficient donc de leur propre système de détection et de protection incendie dédié. En cas d'incendie, un système d'extinction par gaz, CO2 ou argon par exemple, est utilisé car l'eau serait inefficace. C'est une réserve d'énergie vitale sous haute surveillance qui garantit que le cœur du data center ne s'arrête jamais de battre. En cas de coupure prolongée, les groupes électrogènes s'activent en moins de 2 minutes. Pour garantir un démarrage sans faille, ces machines sont testées régulièrement à pleine charge. Mais un moteur a besoin de carburant. Les data centers cachent d'immenses cuves de stockage enterrées ou sécurisées, permettant une autonomie de plusieurs jours sans aucune aide extérieure.
Des contrats de réapprovisionnement prioritaires permettent d'avoir du carburant sans coupure. Là aussi, tout est redondé pour que le centre de données reste autonome, même si l'un d'eux tombe en panne. Les data centers sont connectés au reste du monde par des backbones de fibre optique. La règle d'or est la redondance totale. Le site n'est jamais relié par un seul câble. On utilise plusieurs arrivées physiques distinctes provenant de directions géographiques opposées. C'est plus sûr en cas de panne sur l'un des accès. Les accès sont neutres vis-à-vis des opérateurs. Le data center accueille des dizaines d'opérateurs différents. Cette diversité garantit qu'une panne chez un fournisseur d'accès n'isolera jamais vos serveurs. C'est un véritable nœud de communication ultra sécurisé. Même avec les meilleures fibres optiques du monde, le danger peut venir du flux lui-même. L'attaque DDoS, ou déni de service distribué, est l'arme de saturation par excellence. Imaginez des millions d'ordinateurs fantômes qui tentent de se connecter simultanément à votre site. Le résultat, les serveurs sont noyés sous des requêtes inutiles et le service s'effondre. Pour cette lutte, le data center déploie des systèmes de nettoyage du trafic. En quelques millisecondes, des algorithmes ultra puissants analysent chaque paquet de données, trient le vrai trafic du faux et rejettent l'attaque avant même qu'elle n'atteigne les serveurs. C'est une bataille invisible qui se livre à la vitesse de la lumière. Pour refroidir le centre de données qui produit énormément de chaleur, on utilise la climatisation. La méthode la plus courante est le refroidissement par air. On crée des allées froides et des allées chaudes pour forcer l'air frais à traverser les machines. Mais pour être plus écologique et efficace, on utilise de plus en plus la climatisation adiabatique. Le principe, on utilise l'évaporation de l'eau pour refroidir l'air extérieur avant de l'injecter dans la salle. C'est le principe naturel de la fraîcheur que l'on ressent près d'une cascade. C'est simple, très peu gourmand en électricité, et cela permet de maintenir une température stable, même lors des pics de chaleur estivaux. L'eau utilisée est purifiée pour éviter tout risque de corrosion des équipements. Pour certains serveurs, l'air ne suffit plus. On passe alors au water cooling, ou refroidissement liquide. Le principe, un circuit fermé transporte un liquide caloporteur directement sur les composants qui chauffent le plus, comme les processeurs. Des plaques de cuivre, appelées water blocks, capturent la chaleur avec une efficacité bien supérieure à celle de l'air. Cette technique permet de refroidir efficacement les équipements. C'est silencieux, ultra performant, et cela permet même de récupérer la chaleur produite pour chauffer des bâtiments voisins ou des piscines municipales. Dans un data center, rien ne se perd, tout se transforme. La maintenance préventive est la clé. Grâce à des capteurs omniprésents et à l'intelligence artificielle, les techniciens prévoient les pannes avant qu'elles n'arrivent. Une vibration anormale d'un ventilateur ou une hausse de température d'un disque dur déclenche une intervention immédiate. Pour prévenir les pannes, le matériel subit un tri rigoureux. S'il est réparable, il est reconditionné pour des tâches moins critiques. S'il est obsolète, il entre dans un cycle de recyclage spécialisé pour récupérer les métaux rares. Mais que se passe-t-il pour le matériel le plus critique, les disques durs? Ici, pas question de simple reconditionnement. La sécurité des données impose un protocole strict. Tout disque usagé ou défectueux passe par la destruction physique totale. Avant de quitter la zone sécurisée, ils sont scannés, inventoriés, puis jetés dans une broyeuse industrielle. Dans certains cas, ils subissent plusieurs cycles d'effacement avant le broyage. Pour les disques sensibles, ils sont détruits directement dans la salle de serveur pour éviter tout risque de compromission. C'est seulement une fois réduit en poussière que le matériel peut sortir du bâtiment pour rejoindre une filière de recyclage de métaux rares. Pour sortir, on repasse par le sas de sécurité où la biométrie valide votre passage. Mais surtout, c'est l'étape du contrôle de sortie. On utilise des détecteurs de métaux ultra sensibles et des scanners pour s'assurer qu'aucun composant, pas même une minuscule barrette de RAM ou un processeur, ne quitte la zone. Le système vérifie également votre poids sur la balance du sas. Vous devez peser exactement le même poids qu'à l'entrée, à quelques grammes près. Si tout concorde, la porte s'ouvre. Vous récupérez vos effets personnels au vestiaire.
Soudain, dans le centre de contrôle, les écrans virent au rouge. Un incendie vient de se déclarer dans une salle sécurisée. Ici, le système VESDA, Very Early Smoke Detection Apparatus, aspire l'air en permanence pour détecter une seule particule de combustion avant même que la première flamme n'apparaisse. L'IA du SOC identifie immédiatement le rack en surchauffe et déclenche le protocole d'urgence. Les techniciens sur place ont quelques secondes pour intervenir. La priorité change. On ne protège plus l'accès, on protège l'intégrité physique du site. Pour éteindre un feu, plusieurs systèmes existent. Le plus souvent, il s'agit d'un gaz inerte qui remplace l'oxygène dans la pièce pour étouffer le feu en moins de 10 secondes, sans laisser de résidus et sans endommager les circuits électroniques. Dès que la sirène retentit, le personnel a très peu de temps pour évacuer et éviter d'être suffoqué. Certains centres de données commencent à utiliser un système de projection par eau en fine pluie. Ce système est moins coûteux à entretenir pour des grandes salles où la capacité de stockage en gaz anti-incendie peut s'avérer complexe. Les salles sont généralement verrouillées tout en laissant la possibilité au personnel de s'enfuir. Cela n'empêche pas des protocoles de sécurité stricts avec des contrôles de sécurité et l'intervention du personnel qualifié sur l'incendie. En fonction du niveau de criticité, l'électricité peut être coupée. Si besoin, le personnel de sécurité intervient dans la zone de l'incendie avec les pompiers. Cette zone est physiquement isolée du reste du data center grâce à des portes coupe-feu et l'arrêt de la ventilation. Et si le pire arrivait? En cas de catastrophe ultime, c'est là qu'intervient l'ultime rempart, la résilience géographique. Un data center moderne ne travaille jamais seul. Il fait partie d'un réseau. Grâce au PRA, plan de reprise d'activité, vos données sont répliquées en temps réel sur un site miroir, situé assez loin pour ne pas être touché par le même sinistre. En cas de panne majeure, une bascule automatique s'opère. Le trafic Internet est instantanément rerouté pour l'utilisateur final qui consulte ses mails ou sa banque. Rien ne change. Le site A peut s'arrêter, le site B prend la relève dans l'ombre. C'est une architecture invisible qui fait d'Internet une infrastructure indestructible. Il existe une menace invisible, l'accès légal aux données. Un data center situé dans un pays peut être soumis à des lois étrangères si son propriétaire est une entreprise d'un autre pays. C'est l'enjeu de la souveraineté numérique. Pour protéger nos secrets d'État, nos dossiers médicaux, bancaires et nos brevets, nous avons créé le cloud de confiance. C'est la garantie que vos données sont stockées dans une forteresse non seulement physique, mais aussi juridique. En choisissant des prestataires labellisés, comme Secnum Cloud en France, on s'assure qu'aucun gouvernement étranger ne peut exiger l'accès à vos serveurs. La sécurité physique protège contre les voleurs, la souveraineté protège contre l'espionnage. Pour déterminer la fiabilité d'un centre de données, ils sont classés par catégorie que l'on appelle tiers. Tiers 1 et 2, ils peuvent subir des coupures ou des arrêts de service en cas de panne. Tiers 3, c'est la norme pour les entreprises sérieuses. On peut réparer n'importe quel élément sans jamais couper le courant. Tiers 4, c'est le niveau forteresse absolue. Tout est doublé, des arrivées électriques au circuit de refroidissement. Même si un incendie ravage une salle entière, le reste du site continue de fonctionner sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. L'intelligence artificielle n'est pas qu'un client du data center. Elle en est devenue le système nerveux. Aujourd'hui, un humain ne peut plus gérer les paramètres d'une telle forteresse. L'IA analyse en temps réel des milliards de paramètres pour maintenir l'infrastructure opérationnelle. Mais elle va plus loin. Elle fait de la maintenance prédictive. Elle écoute les composants et détecte une vibration anormale sur un ventilateur ou une baisse de tension sur une batterie avant même que la panne ne survienne. L'IA transforme le data center pour prévenir tout risque de panne ou d'interruption. Pourtant, l'IA est aussi le plus grand défi de l'histoire des data centers. L'explosion de modèles comme ChatGPT ou Gemini rabat les cartes. Un serveur dédié à l'IA consomme et chauffe jusqu'à 10 fois plus qu'un serveur classique. Cette densité thermique change tout. L'air ne suffit plus.
il faut passer massivement au refroidissement liquide. Cela impose une mutation radicale. Nous devons construire des data centers plus puissants, plus denses, tout en essayant de limiter leur empreinte écologique. L'IA redessine l'architecture même des bâtiments, nous forçant à inventer le data center de demain en un temps record. Demain, on ne se contentera plus de surveiller le sol. La nouvelle menace vient du ciel, les drones. Qu'il s'agisse d'espionnage industriel, de piratage de réseaux Wi-Fi par les airs ou d'attaques physiques, les data centers de pointe déploient désormais des boucliers anti-drones. Grâce à des radars et des brouilleurs de fréquences, le site peut détecter et neutraliser tout survol non autorisé avant même qu'il ne franchisse la clôture. Pour garantir une souveraineté totale, les opérateurs de pointe intègrent désormais des composants de matériel de confiance. Les puces de sécurité soudées directement sur la carte mère qui agit comme un gardien immuable. Son rôle, vérifier l'intégrité du serveur à chaque milliseconde. Avant même que le système d'exploitation ne démarre, cette puce valide que le micrologiciel firmware n'a pas été modifié ou corrompu durant le transport ou par une attaque logicielle. Si une seule ligne de code suspecte est détectée, le serveur refuse de s'allumer. En maîtrisant la conception de ces puces, on s'assure qu'aucune porte dérobée matérielle n'existe. C'est le dernier rempart, une certitude mathématique et physique que le matériel que vous utilisez est exactement celui qui a été certifié en usine. Nous avons construit une forteresse de béton et de silicium, mais son plus grand point faible reste l'humain. La majorité des pannes et des failles de sécurité ne viennent pas d'un bug ou d'une intrusion spectaculaire, mais d'une erreur de manipulation, d'une fatigue ou d'une négligence. Un technicien qui branche le mauvais câble, un badge prêté pour dépanner, ou un mot de passe laissé sur un bureau. La technologie la plus avancée au monde ne peut pas rien contre la psychologie humaine. La sécurité d'un data center est un combat permanent contre l'excès de confiance et la routine du personnel. Notre dépendance technologique crée de nouveaux angles morts. Aujourd'hui, on ne braque plus un data center, on l'asphyxie à distance. Le phishing ciblé sur un administrateur, les ransomware qui cryptent les serveurs de sauvegarde ou l'usurpation d'identité numérique sont des menaces bien plus réelles qu'une intrusion physique. La véritable frontière de la forteresse n'est plus le mur d'enceinte, c'est la vigilance de chaque clic sur le réseau, même avec de bons pare-feux et anti-malware. Enfin, il faut regarder la réalité en face. Nous avons de plus en plus besoin de data centers. C'est le paradoxe de l'efficacité. Le cloud nous permet l'immatériel, mais il repose sur une industrie lourde, gourmande en béton, en eau et en énergie. Chaque nouvelle application IA, chaque flux vidéo appelle la naissance d'un nouveau bâtiment. Cette expansion infinie nous pose une question éthique. Jusqu'où pouvons-nous étendre cette infrastructure physique dans un monde aux ressources finies? La sécurité de demain, ce sera aussi de savoir limiter notre propre consommation. Au terme de cette immersion, une certitude s'impose. Le data center parfait n'existe pas. Ce que nous avons visité n'est pas seulement un empilement de sécurité physique, matérielle ou logicielle. C'est une tentative humaine, monumentale et imparfaite de dompter l'immatériel. La véritable sécurité d'un centre de données ne réside pas dans l'épaisseur de ses murs de béton, mais dans la vigilance constante de ceux qui le gèrent, dans la résilience de ses algorithmes et dans la lucidité de ses utilisateurs. Nous confions nos vies numériques à ces forteresses. À nous de nous assurer qu'elles restent des outils au service de notre souveraineté et non des boîtes noires échappant à notre contrôle. Merci d'avoir suivi cette visite au cœur de l'invisible.